il faut qu'on essaye de comprendre la signification de cette dimension de variabilité. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais raisonner tout à fait empiriquement, et je vais dire, bon, ben, voyons. On va prendre par exemple la température en janvier. Voilà. Et puis je vais prendre quelques villes extrêmes et une ville. Alors en janvier, il fait 2,4. Je prends Paris qui est au milieu, 3,4, et puis Nice qui est à l'autre bout, 7,5. Ah, je dis, tiens, 2 degrés 4, 3 degrés 4, 7,5. J'ai l'impression que, en évoluant le long de cette dimension, j'ai l'impression que la température en janvier augmente. Vous ne trouvez pas? Hein, on a l'impression. Bon. Autrement dit, on a l'impression que la température augmente avec la coordonnée, c'est ça? Bon, sur le premier axe. Ah, ça c'est intéressant. Mais ça, je sais faire ça. Regardez. J'ai ici la température en janvier. J'ai ici la coordonnée. Mais moi, j'ai une idée. Si la température en janvier augmente avec la coordonnée, ça va se voir tout simplement en calculant le coefficient de corrélation entre ces deux colonnes. Alors ça, c'est inattendu. Hein. Je calcule un coefficient de corrélation, non pas entre deux variables classiques, taille, poids, entre une variable classique, la température en janvier, et une autre variable un peu artificielle qui est la coordonnée sur un axe. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Alors, je trouve, quand je regarde la température en janvier et F1, alors F1 c'est donc les coordonnées sur le premier axe, je trouve 0,76. Donc le coefficient de corrélation vaut 0,76, alors c'est pas, hein, ça n'évolue pas exactement comme la coordonnée, mais ça n'en est pas trop éloigné, bref, 0,76. Donc l'idée, c'est la suivante. Lorsque je dispose d'une dimension qui m'intéresse, c'est-à-dire F1, F2, F3, F4, etc., je la mets, vous voyez, à côté du tableau, comme ça, et je vais calculer le coefficient de corrélation entre chacune des variables, là je l'ai fait pour le mois de janvier, et alors ce qu'on appelle le facteur Fs, c'est facteur au sens d'analyse factorielle, pas du tout facteur au sens facteur de temps d'expérience. Analyse factorielle, c'est un terme général qui englobe plusieurs méthodes, dont l'analyse en composantes principales. Donc vous nous entendrez souvent utiliser ce mot-là. Analyse factorielle, c'est une famille de méthodes dont un des représentants augustes est l'analyse en composantes principales. Donc on appelle ça des facteurs, les vecteurs de coordonnées sur les axes. On appelle ça aussi, dans ce cas précis, des composantes principales. Composantes principales, c'est donc les coordonnées, ici, des individus sur l'axe de rang 1, puis 2, puis 3. Donc l'idée, c'est de calculer tous ces coefficients de corrélation. Alors, c'est bien joli, mais ça me fait beaucoup de coefficients de corrélation. Je vais en faire un graphique. Alors, dans ce graphique, que vois-je? Je vois ici F1. Donc ça, c'est ce qui oppose Nice à Lille. F2. Ça, c'est ce qui oppose Brest en bas et Lyon-Grenoble de l'autre côté. Bien. Et ce que je fais, c'est que je vais représenter des variables avec comme coordonnées les coefficients de corrélation que je viens de calculer. C'est-à-dire ici, j'ai le coefficient de corrélation entre la variable K et F1, le coefficient de corrélation entre la variable K et F2. Je peux faire ça. D'accord? Plutôt que regarder mon tableau, je trouve un graphique un peu original. On fait souvent des graphiques comme ça, alors, en particulier celui-là, mais... Et ce graphique original, eh bien, me permet immédiatement de voir quelles sont les variables qui sont corrélées avec F1, quelles sont celles qui sont corrélées avec F2, positivement, négativement. Ça, c'est assez astucieux. Donc, vous voyez, ici, quand je regarde ici, je vais trouver toutes les variables qui sont très corrélées positivement à F1, toutes les variables qui sont très corrélées négativement à F1, toutes les variables qui n'ont rien à voir avec F1, au sens du quotient de corrélation. Ben, c'est bien, ça. Alors, allons-y. Voilà ce que ça donne. Donc, ce graphique, c'est la machine qui le sort. Hein. Alors, ça, c'est une surprise. Alors, comment ça fonctionne? Regardez bien. Janvier, à quoi comme coordonnée ici? Ben, 0,76, c'est le chiffre qu'on a calculé. Donc on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ce coefficient de corrélation, le passage est délicat, ce coefficient de corrélation, il nous indique les variables qui ont tendance à croître avec la coordonnée, c'est ça? C'est-à-dire qu'à Lille, il fait froid en janvier, à Lille, il fait chaud en janvier. Relativement, hein, les données sont centrées. Tout ça, c'est relatif. Bien. Eh bien, ce coefficient de corrélation, c'est le plus faible de tous. Regardez Mars, le coefficient de corrélation, il fait 0,95 ou 0,96 même. Bien. Alors, j'avais dit, à quoi ça nous sert tout ceci? Ça nous sert à identifier
les variables qui sont, par exemple, très corrélées à F1. Alors, quelles sont les variables très corrélées à F1? Alors, ça dépend où vous mettez la barre, mais moi, ce que je vois, c'est qu'elles sont toutes corrélées à F1. D'accord? J'en ai pas qui soient ici, qui soient très peu corrélées à ni à F1 ni à F2. Il n'y en a pas. Elles sont toutes corrélées. Le plus petit coefficient, c'est 0,67, c'est janvier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait que janvier soit corrélé à F1, on avait dit, bah oui, c'est parce que à Lille, il fait froid en janvier, à Nice, il fait chaud en janvier. Et bien, c'est la même chose pour février, mars, avril, mai, juin. Autrement dit, à Lille, il y fait froid quel que soit le mois de l'année, et à Nice, il y fait chaud quel que soit le mois de l'année, en relatif. Ben voilà, j'ai interprété. J'ai bien une procédure automatique qui m'a dit qu'est-ce qui fait la différence entre Nice et Lille. Et maintenant, on voit bien pourquoi c'est la principale dimension de variabilité. C'est une principale parce que ces différences, elles sont grandes, elles concernent toutes les variables. Toutes les variables ont des petites valeurs en janvier. Toutes les variables ont des petites valeurs, pardon, pour Lille. Toutes les variables ont de grandes valeurs pour Nice. Alors ça, c'est ce qu'on appelle cette disposition des flèches, là, qui sont toutes corrélées positivement avec un même premier axe. C'est quelque chose qui est très classique, qui s'appelle un effet taille. Un effet taille, ça vient de jeux de données dans lesquels les individus sont des animaux. Les animaux, vous avez les petits et les grands. Alors les petits, toutes leurs mensurations sont petites, les grands, toutes leurs mensurations sont grandes, et la principale direction de variabilité, c'est bien celle qui oppose les petits et les grands. Et puis dans un deuxième temps, on voit des effets formes. Bien. Donc là, j'ai bien une machine automatique qui me dit ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui oppose Brest à Lyon? Ah, qu'est-ce qui oppose Brest à Lyon? Voyons ce qui est corrélé. Alors, regardez bien. Quand je vais faire de la même manière. D'abord, j'ai pas beaucoup de variables très corrélées. Bon. Quand je vois ici juin-juillet, juin-juillet sont corrélés plutôt positivement. Ça veut dire que juin-juillet, eh bien, à Lyon, Grenoble, il a tendance à y faire chaud, et à Brest, il a tendance à y faire froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Je dis à tendance, parce que le coefficient de corrélation n'est pas très grand. OK. Maintenant, examinons janvier-décembre. Ah, plus subtil. Alors, janvier-décembre, prenons janvier. Janvier est corrélé négativement avec l'axe. C'est bien ça. Janvier a une coordonnée négative. Donc, c'est corrélé négativement avec l'axe. Donc, si c'est corrélé négativement avec l'axe, ça veut dire que plus on avance dans l'axe, et plus la température en janvier diminue. Ça veut dire qu'à Lyon, qui est très loin, avec des coordonnées positives, il fait très froid en janvier. Ah, ça y est, on a le point de repère. Et à Brest, qui a une coordonnée très très faible, au contraire, il fait chaud en janvier. Alors chaud relativement. Et on s'aperçoit que qu'est-ce qui oppose Brest, d'une part, à Lyon, d'autre part? Eh bien, c'est qu'à Brest, il a tendance à y faire plutôt chaud, mais relativement, en décembre, janvier, février, novembre, au cœur de l'hiver, et plutôt froid en plein été. Et puis à Lyon, c'est l'inverse. On a des villes dans lesquelles il fait plutôt chaud en mai, juin, juillet, août, et plutôt froid au cœur de l'hiver. Vous voyez, vous avez une procédure qui, de façon automatique, vous sort les plus grandes dimensions de variabilité en vous indiquant quels sont les individus concernés, en vous indiquant quelles sont les variables concernées. Donc ça, évidemment, ça a une très très grande valeur, à condition de se poser les questions en ces termes. Alors, vous avez noté ceci, vous pouvez vérifier sur le tableau de données tout ce que je vous indique, bien sûr. Hein, c'est très facile. Bon, alors le premier axe, qu'est-ce qu'il représente? On a des villes où il fait froid tout le temps, qui s'opposent à des villes où il fait chaud tout le temps. Il y a une idée qui dit, ben voilà, on a des villes avec une faible moyenne annuelle, et des villes avec une forte moyenne annuelle. Bon. Ça pourrait être un bon résumé, ça. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je suis sous Excel, par exemple. Beaucoup de mes collègues n'aiment pas le logiciel Excel, mais tant pis, je suis sous Excel. Et puis je calcule la moyenne des températures. Je peux faire ça. Alors là, voilà, la moyenne. Mais une fois que j'ai la moyenne, je peux calculer le coefficient de corrélation entre cette moyenne et F1. Très facile. Hein? F1, vous vous souvenez, c'est les coordonnées sur l'axe numéro 1. Ce qu'on avait appelé le premier facteur, ou dans ce cas précis, la première composante principale.
La composante principale, c'est le vecteur des coordonnées des individus. Et quand je calcule ce coefficient de corrélation, il vaut 1,000. Ça vaut pas 1, c'est impossible que ça vaille exactement 1. Mais là, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que mon intuition qui consiste à dire, ouais, le premier axe, en gros, c'est un problème de température moyenne annuelle, et bien c'est une bonne interprétation. Là, ce que j'ai fait, c'est très important pour vous. Quand vous allez sortir de ce cours, même après 1 ou 2 TD, vous n'allez pas être des experts en analyse en composante principale. Donc vous pourriez dire, ouais, mais nous, on n'est pas des experts, on n'ose pas s'en servir. Et moi, je dis si. Parce que vous avez toujours un moyen de vérifier vos interprétations. Vous avez l'axe, vous dites, tiens, ça, je crois que c'est la moyenne annuelle. Je calcule la moyenne annuelle, je vérifie. C'est bon, c'est pas bon. Là, comme c'est bon, ça valide mon interprétation. Donc vous avez toujours le moyen, par le retour aux données, de valider vos interprétations. Notez, ça au passage, retour aux données, 2 points, indispensable, point d'exclamation, souligné en rouge. Et ce retour aux données, c'est ce qui vous permet d'utiliser une technique que vous ne maîtrisez pas complètement. Hein? Autrement dit, vous vérifiez ce que vous faites. Allez, on va faire le deuxième exemple, joli là, celui-ci. Alors on a Brest d'une part, Lyon d'autre part. On a dit à Brest, il y fait plutôt frais l'été, plutôt chaud l'hiver. Ça nous évoque une faible amplitude thermique. À Lyon par contre, chaud l'été, froid l'hiver. Ça nous évoque une forte amplitude. Bon, là, je reconnais, j'ai besoin d'un peu d'intuition. Il y a une autre technologie, mais qui est un peu plus fine, qui permet d'arriver plus directement à ceci. Mais là, ce que me dit la machine dans l'état actuel des connaissances que j'ai sur la CP, c'est à Brest, chaud l'hiver, froid l'été, et d'où je déduis faible amplitude parce que je connais bien mes données. Ok. Donc je teste cette idée d'amplitude thermique. Donc je suis toujours dans Excel, pour le plus grand bonheur des uns et malheur des autres, et je calcule max moins min, et voilà l'amplitude thermique. Et puis je calcule le coefficient de corrélation entre cette amplitude thermique et la deuxième composante principale, c'est-à-dire le vecteur des coordonnées des villes sur le deuxième axe. Et là, je trouve 0,98,6. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire que ce deuxième axe, c'est quasiment l'amplitude thermique. Si maintenant je fais un graphique en disant, bon, je mets de côté la CP, analyse de composante principale, et je calcule un graphique, moyenne annuelle, amplitude thermique. J'ai quasiment exactement le même graphique. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les axes, ce sont précisément les variables synthétiques qu'on cherchait. Vous voyez? Plutôt que de vous dire, le profil thermique, c'est 12 mois de l'année, il se passe ceci en janvier, cela, je vous dis pas ça. Je vous dis, les deux principales dimensions de la variabilité, c'est la moyenne. Voilà, une première variable synthétique. La moyenne, c'est une bonne variable synthétique. L'amplitude thermique, ça, c'est la deuxième bonne variable synthétique. Donc, j'ai bien une procédure qui, de façon automatique, me sort des variables synthétiques. Alors, elles sont faciles à interpréter ici parce qu'on maîtrise bien les données. Si on ne sait rien sur les données, on ne va pas aller loin dans l'interprétation. Donc c'est sûr que la richesse des interprétations dépend aussi des connaissances qu'on a sur les données. Et quand vous analysez un problème, généralement, vous êtes censé être expert sur les données. Donc là, notez bien ceci, la richesse des interprétations vient aussi de la connaissance des données. Là, si j'ai des températures sur la planète Mars, je ne vais pas savoir bien interpréter. Mais là, j'y arrive assez facilement. Il y a des choses auxquelles je vais arriver. Je vais arriver à la notion de moyenne, amplitude. Hein. Mais tout ce qui est derrière, que vous imaginez, que je n'ai pas encore dit d'ailleurs, on ne l'aurait pas.